Bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix pendant 1 heure chaque jour. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. À quelques encablures de Saint-Louis du Sénégal, le petit royaume amphibie du Waalo vivait en ce milieu du XIXe siècle ses dernières années d'autonomie. À sa tête, une femme se démenait avec courage pour préserver son peuple de l'asphyxie qui le menaçait. La Linguère Ndete Yalambotch, descendante d'une des grandes familles aristocratiques qui avaient fondé cette entité avant le XIIIe siècle sur la rive gauche du fleuve Sénégal. En succédant à sa sœur, la reine Djambotch, Ndete Yala avait hérité d'une situation particulièrement difficile dans un climat d'hostilité marqué. 2 fronts faisaient en effet pression sur le Waalo. Tout d'abord, les Maures Trasas, ces guerriers esclavagistes vivant du commerce transaérien, semaient la terreur dans cette région où ils avaient établi une suzeraineté de fait. Originaires de la Mauritanie voisine, ils s'étaient fixés sur la rive droite du fleuve pour se rapprocher de leur source d'approvisionnement en esclaves et, tous les ans, depuis des temps immémoriaux, à la saison sèche de décembre à mai, ils traversaient à gué pour se livrer à des razzias sur les populations noires avec lesquelles ils commerçaient par ailleurs. De leur côté, les Français, installés depuis le XVIIe siècle dans leurs comptoirs commerciaux de Saint-Louis, supportaient difficilement d'être assujettis aux redevances en nature qu'exigeaient les chefs locaux et les Maures en contrepartie de la permission de naviguer sur le fleuve, de commercer avec les autochtones et de traverser librement leur territoire. Désigné sous le nom de coutume, cet impôt prélevé sur les marchandises importées par les traitants était le plus souvent composé de fusils, d'alcool, de poudre, d'où les pressions des traitants sur l'administration française pour que soient neutralisés les roitelets qui entravaient leur expansion. Théâtre d'âpres confrontations, les côtes sénégalaises avaient représenté pendant près de 2 siècles l'un des enjeux les plus disputés du contrôle de la traite atlantique. Portugais, Hollandais, Français et Anglais s'étaient opposés tour à tour pour établir leur domination sur ce haut lieu de ravitaillement en esclaves, ouvert sur l'Atlantique et à mi-distance de la métropole et des îles à sucre des Antilles. En 1659, les Français y lèveront un petit fort sur l'île de Ndar, située dans le delta du fleuve Sénégal, à la limite du Sahara mauritanien et de la savane sénégalaise. C'est à partir de ce site, consolidé face aux offensives anglaises, que naîtra progressivement la première ville construite par des Blancs en Afrique occidentale, Saint-Louis, ainsi baptisé en hommage au jeune souverain régnant Louis XIV. Entrepôt d'esclaves, base navale, la future capitale coloniale du Sénégal se métamorphosera rapidement en une véritable plaque tournante d'un commerce nord-sud avant l'heure. En 1791,
la fin du monopole de commerce d'esclaves et de gomme arabique octroyé par Colbert, super ministre du roi Louis XIV, à une compagnie maritime française provoquera l'afflux de traitants et d'aventuriers de toutes sortes. Ce sera l'avènement des comptoirs normands, bordelais et marseillais qui tenteront d'élargir leur rayon d'action en prospectant l'intérieur du pays à la recherche des fameuses zones aurifères de l'ancien empire du Mali. Puis, lorsqu'il apparut que le fleuve pouvait constituer un atout stratégique comme axe de pénétration du continent, la ville commença à servir de point d'appui à la conquête française de tout l'Ouest africain, de la Guinée à la Côte d'Ivoire jusqu'au Gabon. Port de ravitaillement des navires de traite, Saint-Louis connaîtra un remarquable essor en servant de tremplin aux exportations de produits tropicaux vers la métropole et à la diffusion d'importations manufacturées, fusils, poudres, étoffes, eau de vie, colifichets, vers l'intérieur du continent. L'activité y était intense, surtout lorsque les voiliers arrivaient à traverser la houle pour franchir la barre littorale qui en protégeait les côtes. Le port pouvait recevoir une dizaine de bateaux, sans compter les centaines de pirogues utiles à la traversée du fleuve et au transport des marchandises. Jusqu'à la mise en place du chemin de fer, le commerce intérieur se faisait essentiellement par voie fluviale. Les péniches, conduites par des lapteaux, des mariniers, se déplaçaient en convoi vers les marchés indigènes postés le long du fleuve. C'est dans ces escales, véritables centres de collecte où les villageois des environs venaient écouler leurs produits, que les négociants français, accompagnés de leurs interprètes, assuraient leur ravitaillement en or, épices, peaux, ivoire, plumes d'autruche et gomme arabique. Longtemps monopole du commerce saint-louisien, qui en fut le principal fournisseur pour l'Europe, la gomme arabique produite par les paysans à partir d'une variété d'acacia suscitait une forte demande en métropole pour la confiserie, les produits médicinaux, l'imprimerie, ainsi que pour la fabrication de tissus, de colle, de cirage et d'encre. Le développement de la ville s'accompagna d'une floraison de boutiques, quincailleries, minoteries et même de cabarets au service d'une forte communauté blanche d'1 millier de personnes au milieu du XVIIIe siècle, en majorité des militaires, des commerçants, des artisans ou des administratifs, qui parsemèrent la population locale de métis issus de concubinage avec les femmes du pays. Cette élite de métis éduqués, dont la gente féminine, les signares, comptait des femmes d'affaires avisées, dynamisera la ville par son rôle dans le commerce. Ferment d'une bourgeoisie noire, les métis se recrutaient surtout comme intermédiaires de comptoirs français ou comme armateurs dans le transport fluvial. Lorsqu'ils ne rejoignaient pas les rangs de l'administration et de l'armée, où des postes d'officiers leur étaient réservés dans le corps des tirailleurs sénégalais. Le premier maire de Saint-Louis, en 1778, était un métis franco-sénégalais, de même que son premier prêtre, l'abbé David Boila, à qui nous devons, grâce à ses écrits, nos principales informations sur la reine Ndété Yala. Les ambitions françaises dans la région étaient donc claires. L'endroit devait être pacifié, c'est-à-dire nettoyé de tout ce qui gênait le bon fonctionnement des activités commerciales européennes et ralentissait les projets d'expansion coloniale. Viendra ensuite la mise en valeur du territoire par la construction d'infrastructures modernes offrant un meilleur confort de vie aux Européens. Et le développement de cultures d'exportation, en particulier arachidières, pour les huileries et savonneries de la métropole en pleine révolution
industrielle. Des fortins furent édifiés le long du fleuve pour en protéger les escales et renforcer la position française sur le commerce fluvial. Bien entendu, ces tentatives d'implantation se heurtèrent à l'hostilité des royaumes autochtones qui y pressentaient la perte de leur souveraineté. De leur côté, les Maures ne semblaient guère disposés à concéder leur leadership sur la vallée du Sénégal à ces traitants blancs qui venaient concurrencer directement l'organisation de leur commerce traditionnel. Tant qu'ils contrôleraient le Waalo, ils resteraient maîtres du trafic fluvial et pèseraient sur le prix d'achat de la gomme. Ils se firent de plus en plus menaçants envers les Européens, les rançonnant aux escales ou arraisonnant parfois leurs bateaux chargés de marchandises. Les tensions étaient inévitables du fait de la coexistence sur un même créneau. Esclaves, or, ivoire, gomme arabique, etc., de deux réseaux de distribution concurrents dépendant en outre des mêmes fournisseurs locaux. Le commerce transaérien dirigé vers l'Europe et l'Orient via le monde méditerranéen n'était de toutes les façons plus de taille à lutter contre la prépondérance de la voie maritime contrôlée par les Européens et par laquelle transitait la traite triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les forces coloniales décidèrent de passer à l'offensive et de se débarrasser en priorité de leurs concurrents morts en les repoussant vers leur habitat originel au nord du Sénégal. Ainsi auraient-elles le champ libre pour étendre leur domination sur le Waalo, qui tenait le trafic fluvial et représentait le dernier verrou d'un vaste espace comptant également les royaumes voisins du Cayor et du Baol. Recourant à la pression psychologique, les administrateurs tentèrent de persuader les chefferies indigènes enclines à s'allier aux Maures contre l'envahisseur commun qu'elles seraient les premiers bénéficiaires de cette campagne de refoulement, en fait destinée à les soulager d'incursions meurtrières dont elles faisaient continuellement les frais. Mais, note un observateur français de l'époque, les populations noires avaient une telle peur des morts qu'elles n'osaient pas se mettre du côté de leurs protecteurs. La Linguère était donc bien consciente des convoitises que suscitait son royaume. Peuple de cultivateurs et de commerçants de 16 à 20 000 âmes, les Wolofs du Waalo occupaient un bouquet d'îlots de verdure posés sur le fleuve dont ils assuraient la traversée grâce à leur impressionnante flottille de pirogues. Grenier à mille de la région, le pays disposait de champs de riz et d'arachides, d'eau poissonneuse, de riches pâturages et d'imposants troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres et de chevaux. À cela s'ajoutait une brousse giboyeuse à souhait et, dans les jardins familiaux entretenus par les femmes, poussaient d'abondantes cultures maraîchères, patates douces, courges, melons, écoulés auprès des Européens de Saint-Louis qui dépendaient du Waalo pour leur subsistance en produits vivriers et d'élevage ainsi qu'en sel. Les relations de voisinage avec les Maures Trasa devenaient de plus en plus tendues. Alliés incertains, ennemis fréquemment, ils ne cessaient d'accentuer leur pression sur les populations noires pour les empêcher de privilégier les échanges avec la clientèle européenne. Leur inquiétante proximité avait toujours pesé en toile de fond sur l'histoire du Waalo, dont ils avaient fait un terrain d'affrontement quasi permanent. Dans ce royaume où les femmes, sœurs ou mères de rois avaient toujours exercé un rôle politique, Ndete Yala savait sa marge de manœuvre étroite, mais elle était déterminée à préserver son état de toute aliénation. Ce qu'avait cru aussi la Linguère précédente, sa sœur Njombot Mboch, surnommée par les griots
la perle du Waalo. Pour protéger son peuple des perpétuelles razzias perpétrées par les morts, elle s'était sacrifiée à son devoir de reine en contractant, en juin 1833, un mariage de raison avec leur chef, Mohamed El Habib. Mais cette éphémère alliance n'avait pas suffi à mettre le Waalo à l'abri de leur versatilité. Au contraire, la malheureuse s'était presque retrouvée en position d'otage entre les mains des morts qui tenaient désormais le Waalo pour vassal. Maintenant, il n'hésitait même plus à s'imposer dans des affaires intérieures du royaume sous prétexte de contrer les desseins français. Mais nul n'ignorait leurs prétentions sur cette importante escale au sortir du désert où ils trouvaient des esclaves à foison pour les troupes du sultan du Maroc et de la gomme arabique, des peaux et des défenses en ivoire. Un commerce dont ils tiraient également grand profit en vendant aux gens du Waalo des chevaux, des barres de sel et des étoffes transportés depuis l'Afrique du Nord par les caravaniers du désert. S'étant substitué Umbrak, roi, Modji Malik, jugé trop apathique pour diriger un royaume affaibli, Ndete Yala décida de mener une politique à la fois prudente et énergique. De son palais de Nder, entouré de ses conseillers qui, au besoin, n'hésitaient pas à lui soumettre des avis contraires aux siens, la reine tentait de garder une cohésion à ces îlots sur lesquels s'étendait son autorité. Elle recevait les dignitaires, écoutait les doléances de ses sujets, arbitrait les différends tout en restant attentive aux manœuvres des puissances qui l'entouraient. Les frictions avec le comptoir de Saint-Louis étaient le plus souvent dues à des conflits fonciers occasionnés par l'appropriation intempestive par des planteurs blancs de terres appartenant à des Walo-Walo et au non-paiement des coutumes par les Français. « Nous n'avons fait de tort à personne », écrivait-elle en 1847 au gouverneur de Saint-Louis. « Ce pays nous appartient et c'est à nous de le diriger. C'est nous qui garantissons le passage des troupeaux dans notre pays. Pour cette raison, nous en prenons le 10e et nous n'acceptons jamais autre chose que cela. Saint-Louis appartient au gouverneur, le royaume du Cayor appartient au Damel et le Waalo appartient au Brac. Que chacun de ces chefs gouverne son pays comme bon lui semble. » Fin de citation. Mais heureusement, ces périodes de tension étaient ponctuées de moments de détente lors de fêtes rituelles qui faisaient oublier au peuple sa crainte de l'incertain. Alors, les tam-tams vibraient toute la nuit et les tiédos, soldats d'élite à la poitrine bardés de gris-gris, s'en donnaient à cœur joie en grands buveurs de bière de mille qu'ils étaient et en amateurs de tafia français débarqués à plein tonneau par les traitants de Saint-Louis. Presque anesthésiés par les vapeurs d'alcool, ils faisaient tonner leurs longs fusils de traite comme des pétards, provoquant l'éparpillement des enfants dans la nuit, tels des moineaux effarouchés. La Linguère vivait sur le plus grand des îlots, bordé par le lac Pagnéfoul, que l'on atteignait après une sinueuse traversée du fleuve. Son habitation se trouvait assez éloignée de la côte, à quelques heures de marche à travers des champs de mil. C'est là que se rendit l'abbé David Boila, métis franco-saint-louisien, né d'un Français, officier de marine et d'une signare, qui nous a laissé une description imagée de la visite de courtoisie qu'il rendit à la reine en septembre 1850. Pour accéder à la résidence royale, les visiteurs devaient traverser plusieurs cours fermées de larges portes. Le palais était construit en dur par un assemblage de briques de banco. À son arrivée, l'abbé Boila
dont la visite avait été annoncée protocolairement quelques jours auparavant, patienta dans la chaleur de l'après-midi dans une cour gardée par une vingtaine de tiédos silencieux, armés de fusils et de poignards. Un peu plus tard, on vint le chercher pour le conduire dans la seconde cour affectée à la demeure du Moroso, Tassé Diop, l'époux de la reine. Le Moroso lui présenta les dignitaires du palais et, en attendant l'audience, lui tint compagnie dans une grande case ensoleillée qui servait d'antichambre. Peu avant 18 heures, un soldat vint annoncer que la reine était prête à recevoir le visiteur. Ouvrant la marche, le Moroso et les dignitaires se dirigèrent alors vers une troisième cour fermée par une lourde porte. Le missionnaire et son guide étaient suivis par une trentaine de tiédos qui avançaient en cadence sur 2 rangs. Telle une ruche, la troisième cour reflétait une paisible animation villageoise. C'est là que se trouvaient les habitations des courtisans et des marabouts, les abris des soldats, les écuries et les réserves de nourriture. Des serviteurs s'affairaient autour des cuisines. Dans un coin de la cour, des femmes pilaient le mil pour le repas du soir, faisant teinter à chaque coup de pilon les ceintures de verroterie qu'elles portaient sous leurs pagnes. Des adolescentes agenouillées devant de petits foyers de pierre attisaient les flammes sous des marmites ventrues, tandis que d'autres, calebas sur la tête, faisaient la queue devant d'énormes jarres en terre cuite où était recueillie l'eau de pluie. Apercevant le cortège, les enfants glissèrent des manguiers qu'ils étaient en train de dépouiller de leurs fruits et accoururent en se bousculant avec des piaillements de curiosité. Les concessions s'étaient vidées de leurs occupants, sortis en hâte pour voir passer l'étranger en longue tenue blanche dont on attendait avec curiosité la venue. Une agitation qui contrastait singulièrement avec l'atmosphère presque solennelle qui régnait dans la dernière cour, celle de la linguère. C'était une large enceinte ombragée, tapissée de nattes de raffia multicolores. Des cases de banco aux toits de paille étaient alignées de part et d'autre d'une imposante demeure située au fond de la cour. La reine était assise sur un banc d'ébène devant sa case. Elle fumait une longue pipe noire. Installée sur de larges nattes, les jambes repliées, les dames de la cour en grande tenue formaient autour d'elle une haie bourdonnante qui fit silence lorsque l'invité s'avança au devant de la reine. Elle était vêtue d'un grand boubou d'apparat dont les pans laissaient entrevoir des pagnes chamarrées, rehaussées de fils d'or par les tisserands de la cour. Son foulard était noué en cône, très haut sur la tête, et des tresses piquées de pépites d'or glissaient le long de ses tempes jusqu'à ses lourds pendants d'oreilles en or massif. Sur son buste s'entremêlaient des colliers en or et des amulettes recouvertes de cuir. Elle leva la main en signe de bienvenue et d'un mouvement de poignet fit glisser ses impressionnants bracelets torsadés sur l'avant-bras. Des bagues en argent serties d'ambre et d'agate complétaient la parure. À l'approche du visiteur, son sourire s'ouvrit sur des dents nacrées que le contraste des gencives noircies au henné rendait plus éclatantes. D'une voix légèrement voilée, la reine invita le missionnaire à prendre place face à elle. Elle lui posa de nombreuses questions sur le rôle des missionnaires et sur les modes de vie de France, les types de gouvernement et l'économie de ce pays. L'interprète traduisait avec rapidité. Le Moroso se montra, quant à lui, curieux des forces militaires dont disposait cette puissance et des dernières inventions européennes en matière d'armement. La conversation se poursuivit le lendemain au cours du déjeuner que la linguère du Wallo offrit au missionnaire. Celui-ci, frappé par sa vivacité, s'activa après le déjeuner
a dessiné discrètement un portrait du couple royal, ne voulant pas prendre le risque d'offenser ses hôtes en sortant ostensiblement son carnet de croquis. Les portraits de Ndete Yala et de son époux feront partie d'une collection de 24 illustrations accompagnant l'ouvrage de l'abbé Boila, Esquisses sénégalaises, qui allait être publié en 1853 à Paris. Ce témoignage à vocation monographique et ethnologique sur les lieux et populations croisées au cours de ces 10 années de mission au Sénégal constituera la première publication d'un auteur sénégalais. Les croquis originaux de David Boila seront retravaillés par le lithographe français Jacques-François Lianta pour leur édition. Pendant près de 10 ans, Ndete Yala parvint à maintenir son royaume dans une paix illusoire. Mais les incidents s'accrurent face aux avancées progressives des Français dans la région. Encouragés par l'administration coloniale, les commerçants de Saint-Louis refusèrent de continuer à payer des servitudes aux Wallos pour se déplacer sur le fleuve et commercer sur son territoire. Privé d'un impôt indispensable, le pays s'engagea sur le chemin de la résistance à l'emprise européenne. Dans une lettre très ferme au gouverneur de Saint-Louis, Ndete Yala exigea l'évacuation des parcelles relevant de sa souveraineté autour de la ville coloniale. Elle interdit en outre tout commerce européen sur les escales de son royaume, aux grandes dames des traitants blancs. L'occasion était trop belle. Le chef de bataillon de génie, Louis Faidherbe, qui venait d'être nommé gouverneur du Sénégal, la saisira. Arrivé à Saint-Louis en 1854, celui qui signait ses courriers au chef indigène d'un gouverneur du Sénégal, protecteur des Wolofs contre les morts, est l'une des figures les plus prestigieuses de ces empereurs sans sceptre, qualificatif un temps appliqué aux administrateurs coloniaux français. Avec sa moustache rigide et ses lunettes cerclées de fer, il donnait l'impression d'un homme autoritaire et déterminé, qualité qu'il appliquera dans la conquête du Sénégal, tout comme il avait employé la manière forte en Algérie. Mais le modèle d'administration territoriale qu'édifia au Sénégal ce polytechnicien, ami de Victor Schœlcher, le chantre de l'abolition de l'esclavage, lui valut admiration et respect même d'une partie de la population noire. Il eut un fils avec une jeune Sénégalaise du nom de Diakounda Sidibé qui le surnomma Faidherbe Ndiaye en signe de considération. La révolte de la reine Ndete Yala lui offrira donc un prétexte pour tenter un ultime coup de force contre les Maures qui soutenaient la fronde des chefferies africaines et défaire par la même occasion le récalcitrant Wallo. Un matin de février 1855, il quitta Saint-Louis à l'aube avec une colonne de 400 soldats puissamment armés, dont des tirailleurs sénégalais. Il venait de créer ce corps de militaires africains. Dans les villages proches de Saint-Louis, les tam-tams de guerre se mirent à battre précipitamment pour prévenir les Wallos de l'expédition qui se préparait. En 10 jours de marche, Faidherbe, pratiquant la politique de la terre brûlée qui lui avait réussi en Algérie, dévasta tout sur son passage. Le 25 février, une violente bataille s'engagea dans la plaine de Djoboldou où s'était positionnée l'armée du Wallo, commandée par le mari de la reine. Malgré une vaillante résistance, assombrie par de nombreuses pertes, les guerriers furent mis en déroute le 18 mars suivant par les canonnières ennemies. Dans le Wallo dompté, les troupes françaises incendièrent 25 villages, pillèrent les récoltes, rasièrent des troupeaux de moutons, d'ânes
et de chevaux et emportèrent 2000 bœufs pour les Blancs de Saint-Louis qui craignaient de manquer de lait et de beurre en raison de ce conflit. Sentant sa cause perdue, la Lenguer d'Ete Yala trouva refuge avec les siens dans le village de Ngouik au Cayor voisin. Rongée par le chagrin, elle tenta d'organiser la résistance avec son fils Sidia, qui conduisit une riposte de guérilla dans la région. Mais elle mourut dans son exil quelques mois plus tard, en décembre 1856. Elle avait régné pendant 22 ans. Sidia reprit le flambeau. Les raids et les pillages se multiplièrent, accentuant l'insécurité contre les commerçants de Saint-Louis. Face à cette résistance inattendue, Faidherbe annexa le Waalo en 1856 et se lança dans une impitoyable traque contre le jeune prince dont on craignait qu'il n'allume le feu de la révolte dans les autres royaumes. Après quelques années d'escarmouches, le fils de Ndete Yala fut capturé et déporté à Alger en 1862 par les autorités coloniales. Dernière Lenguer du Waalo, Ndete Yala ne fit que retarder la déchéance d'une inéluctable capitulation. Le Waalo, devenu la première colonie française en Afrique subsaharienne, les autres royaumes s'effondrèrent un à un, tel un château de cartes, sous la puissance de feu du général Faidherbe. Sur un territoire désormais vierge de toute résistance, ce dernier put enfin donner libre cours à sa politique d'occupation et mettre en œuvre ses talents de grand bâtisseur pour jeter les bases d'un Sénégal moderne qui fera sa renommée. Alors Libota, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de partager, de soutenir la chaîne. Mais surtout, dites-nous en commentaire quelles sont les leçons que vous tirez de cette histoire. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine heure de lecture de Tonton Mvondo.